Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons démarrer ces prévisions de récolte pêche nectarine 2023. Bien sûr, vous pouvez bénéficier de la traduction en italien et en espagnol en allant choisir dans le petit symbole, le petit globe en bas dans votre barre d'outils, la langue que vous choisissez, donc espagnol, français, italien. Et on va commencer par présenter les différents intervenants qui vont présenter ces prévisions de récolte pêche nectarine. Alors pour la Grèce, nous avons Georges Kanzios de la coopérative Azepop dans Macédoine, dans le nord de la Grèce. Pour l'Espagne, deux intervenants, Javier Bassols de la Fédération des coopératives agricoles espagnoles et Manel Simo, directeur de Africat, l'association des producteurs de fruits de Catalogne. Pour l'Italie, Elisa Macchi, la directrice du CSCO de Ferrare, dans l'Émilie-Romagne. Et enfin pour la France, Bruno Darnaud, président de l'AOP Pêche et Abricots de France. Ces prévisions de récolte ont été les prévisions de récolte, c'est jamais un exercice simple, même quand il n'y a pas d'événement climatique particulier. Quand il y a des gelées, ben, on a un peu l'habitude et on arrive à gérer et à estimer un petit peu ses potentiels de production. Mais cette année, on est face à une situation un petit peu inédite avec des événements climatiques qui sont en cours, qui pour certains ont même démarré il y a seulement quelques jours. C'est le cas des inondations dans le nord de l'Italie. Et donc, il n'était pas possible d'estimer le niveau de perte potentiel que ces deux événements climatiques pourraient générer. Donc, ça a été assez compliqué cette année d'estimer ces pertes, et donc on y a un petit peu renoncé. Et on vous présentera plus le potentiel de production à la mi-mai que réellement la récolte qui est prévue, puisque la situation est évolutive. On en parlera tout à l'heure, notamment avec les intervenants espagnols et la sécheresse qui sévit chez eux. Bien difficile aujourd'hui d'estimer la perte qui va être générée par cette sécheresse, puisque en fonction des conditions météo, en fonction des décisions administratives, ces pertes seront plus ou moins importantes, et donc il est impossible aujourd'hui de les estimer. On va commencer par faire un petit tour de la campagne 2022 avec le déroulement de cette saison. Une saison qui a été marquée par le gel, notamment en Espagne et dans le nord de l'Espagne. Et je vais laisser la parole à Javier Bassols pour nous faire un petit point de cette campagne 2022 qui, comme on le disait, a été marquée par le sinistre du gel au printemps dans le nord de l'Espagne. Javier. Sí, ¿me escucháis bien? Sí, bon Oui, te oímos. je suppose que vous m'entendez, n'est-ce Buenas pas? tardes, buenas Oui, tardes. bonjour, bonjour à tous Bueno, la et campaña à toutes. 2022 ha sido Pour ce qui est ya de se la sabe bien saison cómo 2022, transcurrió bon, nous y estuvo savons marcada comment por tout s'est passé. las Elle a nevadas été que marquée tuvimos en el surtout mes par les de grandes gelées que nous abril, avons eues pendant le todo mois d'avril, todo lo que fue el Valle del surtout Ebro, par Aragón y rapport à la zone de l'Èbre, l'Aragon et la unas Catalogne, heladas que avec nunca des las gelées habíamos qui, dans visto plusieurs en régions, nous ne les avions pas vues auparavant, tout du moins pas dans cette mesure pendant les 30 dernières années. Tout ceci donc a conditionné toute la saison, avec une chute de 30 à 40 de la production en Espagne. Comme vous le savez, l'Aragon et la Catalogne représentent à peu près 70% de la capacité productive des fruits à noyau dur en Espagne. Et donc, ça a été la tendance générale et la conséquence également. Et la situation aussi, donc en général en Espagne, pour les fruits à noyau dur. Pour les zones de Valence, la Murcie, l'Extrémadure, l'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, il y a eu aussi quelques phénomènes météo compliqués. Ce n'était pas dans ce cas des gelées, mais en général, pour le sud de la Méditerranée, la production a été plus ou moins dans ce qui était attendu en termes de capacité. En ce qui concerne les prix, étant donné
la saison qui a été très courte en volume. Les prix, malgré tout, se sont maintenus, même si il faut aussi considérer et retenir que l'année dernière, il y a eu une augmentation des coûts aussi qui a été importante. Mais en général, la campagne a été bonne en ce qui concerne les prix, pas en ce qui concerne les volumes, les quantités. Et je dois dire qu'en Espagne, surtout, ce qui a sauvé les exploitations, ça a été les assurances de risque agricole, qui ont permis à beaucoup d'exploitants de pouvoir s'en tirer. euh, Même si les conditions étaient compliquées et défavorables. Je dois dire donc qu'en général, c'est un petit peu ce que je peux raconter. Dans certaines régions, donc la campagne a été plus ou moins normale, et là où les gelées ont été importantes, euh, avec les kilos et les assurances, les kilos vendus, commercialisés et les assurances, nous avons petit à petit, malgré tout, pu passer 2022. Presque 400 000 tonnes de déficit sur le nord de l'Espagne, notamment en Catalogne. Donc, comment ont vécu les arboriculteurs catalans cette campagne 2022? Manel? Ah, c'est bon. Buenas tardes, Eric y la resta de Oui, colegas. bonjour à tout le monde, Eric et le reste. L'année dernière, comme l'a commenté notre collègue Javier, a été une année très compliquée, très dure. Nous avons perdu presque 70% du potentiel productif, ce qui représente vraiment beaucoup de kilos. En ce qui concerne les arboriculteurs, comme disait Javier aussi, notre système d'assurance agricole a pu plus ou moins couvrir ces dégâts avec un niveau de souscription des assurances qui est vraiment élevé en Catalogne. Et les fruits qui n'ont pas été, donc qui ont été préservés, on a pu les vendre plus ou moins bien. Ces fruits qui ont pu être vendus, les résultats ont été plus ou moins bons. Le problème, surtout, a été subi par les centrales et les coopératives, avec des coûts fixes qui, dans de nombreux cas, ont obligé à mettre en place des systèmes de réduction massive d'emplois pour remettre en place les coûts fixes. Vous savez, il y a toujours ces coûts fixes, ces coûts inflexibles que l'on ne peut pas baisser. Et les subventions reçues de la part de l'administration ont été insuffisantes. Ces aides qui ont été allouées aux centrales de fruits ont été vraiment minimales. Vous savez, c'est cette voie de subvention minimale. Tout dépend un peu de la situation de chaque entreprise individuelle. Parfois, même certaines entreprises n'ont pas perçu ces subventions, ces aides. Il faut dire que notre région avait dit qu'elle demanderait des aides à l'État espagnol, mais en fait, cette demande n'a pas été présentée. C'est pour cela que je dois dire que dans nos coopératives, la situation dans certaines des coopératives n'est pas facile. Parce que lorsque l'on peut aider les centrales, oui, la situation en est une concrète, mais si les volumes sont petits, même si les prix sont bons, ceci n'est pas jamais suffisant pour sauver, pour aider les centrales. N'oublions pas que déjà dans les années précédentes, nous avions dû subir les effets des gelées, plus ou moins 25% d'affectation, et les producteurs avaient donc besoin vraiment d'avoir une bonne campagne avec de bons revenus. N'oublions pas que les producteurs ont distribué leurs résultats grâce aux assurances et les résultats des fruits vendus. Mais sans doute, le côté négatif a été subi par nos centrales de fruits, nos centrales arboricultrices, qui ont dû porter le poids de tout cela. Une prévision espagnole à peine un peu plus d'1 million de tonnes, donc près de 400 000 tonnes qui manquent par rapport au potentiel de production normal.
On continue ce tour d'Europe 2022 avec la Grèce, avec Georges Kanzios. Même question, Georges. Comment s'est déroulée la campagne grecque 2022 pour les producteurs de pêche et nectarines et apavis? Alors, bonjour à tout le monde. On peut dire qu'en général, la campagne, elle était correcte, et surtout les premières moitiés de la campagne. Le prix il était bon, mais à partir du mois d'août et pendant presque tous les mois d'août, on a eu une baisse des prix ici en Grèce et c'est dû plutôt à cause des mauvaises conditions météorologiques il était, on avait des pluies presque à tous les mois d'août, ce qu'il a eu comme effet une dégradation de la qualité des fruits. Et ça, c'est reporté sur les prix. Ensuite, les prix, ils ont remonté au moins au mois de septembre, mais on allait vers la fin de la campagne. Mais en général, et c'était on peut dire, pour les données grecques, c'était une campagne correcte. En ce qui concerne les, les tonnages de la Grèce, il était presque, la production, elle était au niveau normand et on a pu dépasser les gros dégâts qu'on a eu les 21. Merci. Voilà. Donc un peu moins de 700 000 tonnes de production, c'est effectivement le potentiel normal pour la Grèce. On continue le tour avec l'Italie. Elisa Macchi du CSCO, campagne 2022. L'Italie est revenue sur des volumes plus proches de la normale après 2 années difficiles. Le micro, Elisa. Scusate. Buongiorno a tutti. Oui, excusez-moi. Bonjour à tous et toutes. C'est vrai que nous, on a eu une alternance par rapport à l'Espagne. Ça faisait 2 ans, je parle de 2020 et 2021, où nous avons eu des problèmes de gelée. Et en particulier en 2021, ça a été grave parce que ça a touché la plupart de la production italienne. 2022, maintenant, on a retrouvé une offre normale et de bon niveau. Mais évidemment, pour parler de la production de l'Italie, nous avons une diminution chaque année parce que nous voyons que les surfaces ne font que diminuer. Et en 2022, par conséquent, on ne pouvait pas arriver au potentiel du passé. Mais la production était assez bonne. On a eu un problème de sécheresse en 2022, surtout en ce qui concerne le nord. On s'est rendu compte de cela quand on a calculé l'ensemble de la production, surtout en Émilie-Romagne. Quand on parle des fruits précoces, nous avons eu une diminution du calibre qui a fait que nos prévisions se sont réduites de 10%. On a eu un été très chaud, on a eu des températures au-dessus de la norme tout l'été en Italie. Mais cette sécheresse, bien sûr, a amené à une réduction de la qualité aussi. Et je veux parler du calibre en particulier parce que c'était des calibres plus petits. Mais il y a une influence positive en revanche sur la qualité du produit, c'est-à-dire sur la conservation du produit et sur les caractéristiques organoleptiques. Donc, pour résumer, une production qui pouvait être supérieure, au moins dans le nord, mais qui a été influencée par cette sécheresse. En ce qui concerne le marché, comment vous dire, l'Italie a vécu grâce à la malchance de l'Espagne, étant donné qu'ils ont eu une production inférieure au-dessus des niveaux normaux. Et alors, nous, on a ressenti cela moins. Nous avons senti moins de concurrence par rapport à l'Espagne. Donc, depuis le début, on a eu une demande très élevée, parfois même supérieure à l'offre disponible chez nous. Et donc, à la fin, les prix étaient bons.
au moins jusqu'en juillet. Mais ensuite, il y a eu les productions qui sont arrivées de toute l'Italie. Et il y a eu plus d'offres et donc les prix ont diminué. Mais les prix étaient moyens, tout compte fait. Et pour vous parler des pêches et des nectarines, en Italie, 2022, nous avons eu une bonne campagne. Merci, Elisa. Il y a déjà dans le chat des questions sur la prévision de 2023. Il y a des gens qui sont impatients. On va y arriver, on va y arriver. On finit le tour de cette campagne 2022 avec Bruno Darnaud pour la France. Donc, après des années aussi difficiles liées au gel, cette année 2022 a été plutôt favorable pour la production française, notamment avec le déficit espagnol. C'est bien ça, Bruno? Oui, c'est-à-dire que après, bonjour à tous, après 2021 et 2020, où on avait eu une année assez déficitaire avec beaucoup de problèmes climatiques, on a retrouvé une année normale en production, donc sans incident de gel. On a eu une année très précoce avec de fortes canicules, puisqu'on a eu près de 25 jours de canicule en France. Donc on a eu sur la qualité des fruits une qualité assez exceptionnelle, même si, comme en Italie, il y a eu quelques blocages d'arbres avec des calibres qui ont été inférieurs à ce qu'on attendait, mais en termes qualitatifs, ça a été assez impressionnant. Et au niveau du marché, ben, le consommateur a été bien présent, grosse consommation avec une activité promotionnelle de la distribution très importante. Comme les Italiens, on va dire que la concurrence espagnole a été beaucoup plus faible, notamment à l'entrée du marché. Et de ce fait-là, on peut dire qu'on a eu une saison très satisfaisante au niveau commercial et au niveau des revenus des producteurs. Donc voilà, une année très positive pour la production française en 2022. Merci, Bruno. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de ces prévisions de 2023. On va commencer par la Grèce. L'année dernière, donc on l'a vu, pas de problème climatique majeur en Grèce en 2022. Euh, donc, Georges, comment se présente la campagne 2023 pour la production en Grèce? Georges, le micro. Voilà. Excusez-moi. Bon, pour la campagne de 23, c'est la production qu'on attend ici en Grèce. Ça sera à peu près la même que l'année dernière, même un peu diminué. Et en ce qui concerne pêche et nectarine, on attend une baisse par rapport à l'année dernière en 5%, pas plus. Tandis que la baisse sera un peu plus forte en ce qui concerne les pavés. Là où on attend une baisse par rapport à l'année dernière de 4%. Mais moins 14% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Et bon, l'hiver, il était tout à fait doux, si ce n'était pas un hiver. Et la saison, elle a commencé avec une précocité d'à peu près d'une semaine. Mais à ce moment, on a perdu cette précocité, on est plus tardif au moins 7 jours à cause du froid qu'il faisait pendant tout le mois d'avril, parce qu'il était les mois les plus froids des 15 dernières années ici en Grèce. Et puis le mois de mai, ça continue à être pas très bon le temps, beaucoup de pluie, presque tous les jours, ce qui, on ne sait pas encore s'il va affecter la qualité de fruits. On ne sait pas, il faut passer encore presque un mois pour en être sûr si les arbres ils vont garder les fruits qui sont dessus, parce que les airs de froid qu'ils demandaient les arbres, ils n'ont pas eu parce que l'hiver il était chaud. Il était chaud, il n'a pas fait froid. Et Voilà. quelle est l'évolution du verger en termes de surface hein, et pour les différentes espèces? Et en ce qui concerne les pêches, on voit les dernières années une diminution.
une diminution. Ça, c'est dû à cause des rendements économiques. Les, les, les dernières années, il n'était pas bon au niveau économique. Et c'est pour ça que pas mal de producteurs, ils arrachent les pêches et ils les remplacent avec des nectarines. C'est pour ça qu'on a eu une augmentation des nectarines les dernières années, mais surtout en kiwi, cerises et abricots. Là où il y a une réorientation et on voit surtout en kiwi une augmentation très forte de la production grecque. Et les Parce que pêches pavis, qui sont un point fort de la production grecque, comment ça évolue? les pêches pavis restent à peu près aux alentours de 350 000 tonnes, 400 000. Ils restent, on peut dire, stables. Merci, Georges. Donc, effectivement, la production grecque qui est relativement stable, si on peut rester sur les diapos, pour ces dernières années, avec une petite baisse de 4% par rapport à l'année dernière pour les pêches et 5% pardon, pour les pêches et nectarines et 4% pour les pêches pavis. Donc, quelques petits problèmes climatiques, mais légers par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure sur les autres bassins de production, d'une prévision effectivement plus conforme au potentiel de production. Donc, une production grecque qui devrait tourner autour de 665 000 tonnes l'an prochain, enfin cette année, pardon, pour la campagne à venir, donc proche du potentiel normal. On continue le tour, on va passer à la France. Donc là, comme je vous le disais, on va se confronter à des problématiques climatiques alors plus ou moins importantes, mais en France peut-être un petit peu moins, mais on le verra également en Espagne et en Italie, avec des grosses difficultés pour estimer l'impact de ces problèmes climatiques. Donc, je vais laisser la parole à Bruno Darnaud pour faire un petit peu un panorama de cette campagne 2023, comment elle se présente au niveau des différents bassins de production français. Alors, on a eu un hiver plutôt correct et un printemps pas de gel significatif dans les trois régions de production. Donc, on va dire qu'on a une situation à peu près normale, si ce n'est un retard dans la végétation. On va dire qu'après le mois d'avril et le mois de mai, on peut considérer qu'on a 8 jours de retard par rapport aux années précédentes, mais qui étaient des années très précoces. Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième, tu l'as dit, on a beaucoup d'arrêtés sécheresse dans les départements sud-est, producteurs de pêche nectarine ou d'abricots, et notamment dans les Pyrénées-Orientales, qui sont une grosse partie de la production française. Et donc, il y a une évolution qu'on va suivre de très près. D'abord, l'évolution climatique, puisqu'aujourd'hui, on a quelques jours de pluie qui sont arrivés et qui font du bien. Mais bon, est-ce que ça va durer? Donc ça ne règle pas les problèmes de sécheresse. On va dire que ça les retarde un petit peu, mais on va quand même attendre ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur ce point-là. Donc, on va dire qu'on a une situation à peu près normale en quantité aujourd'hui, mais avec cette épée de Damoclès sur la sécheresse qu'on va suivre de très très près, notamment en termes d'évolution. Alors ça peut être une évolution aussi en calibre, parce que j'ai dit que l'année dernière, on avait perdu un calibre avec la canicule, avec le blocage des arbres, mais peut-être que l'absence d'eau dans certains territoires va peut-être aussi avoir une influence et sur le calibre, et peut-être sur la quantité, si on n'arrive pas à avoir des vergers qui vont jusqu'au bout de la saison. Donc, pour l'instant, on va dire que ça se passe plutôt bien. À part ces 8 jours de retard, au niveau qualitatif, on est plutôt bien, mais on va surveiller la sécheresse de façon très, très importante, puisque je le rappelle, les Pyrénées-Orientales sont le département le plus touché aujourd'hui, mais les autres départements sont aussi avec des arrêtés sécheresse, et donc on va suivre l'évolution. L'eau va être l'enjeu majeur de cette campagne 2023. Ok, on va regarder ça un petit peu dans le détail, bassin de production par bassin de production. Donc, on va commencer par Rhône-Alpes avec le premier graphique. Donc, comme vous le voyez au niveau des graphiques, vous avez en bleu les pêches et en violet les nectarines. Pardon, j'avance. Donc, sur Rhône-Alpes, donc une moyenne 2017-2021 qui avait été affectée par le gel. Et l'année dernière, comme cette année, un potentiel de production qui est à peu près normal. Donc, une production qui tourne autour de 40 000 tonnes pêche nectarine.
Donc pas d'accident climatique majeur, comme le disait Bruno, et on est en attente par rapport aux aspects sécheresse, mais c'est sans doute les bassins du nord de la production française qui sont les moins affectés. On continue avec PACA. Là aussi, 2017-2021 affecté par le gel, alors que l'année dernière et cette année, pas d'événement climatique majeur à signaler. Et là aussi, les réseaux d'irrigation, basés notamment sur le Rhône et la Durance, permettent de garantir en tout cas l'approvisionnement en eau et devraient permettre d'arriver au bout de cette campagne, même si effectivement au niveau des précipitations, on est également déficitaire. Mais là, la situation est la plus compliquée, c'est en Languedoc-Roussillon et notamment sur le bassin Roussillon, où on a une sécheresse historique et effectivement des arrêtés préfectoraux qui ont été pris de restrictions hydriques et des secteurs qui aujourd'hui sont en rationnement fort. Alors le choix a été fait dans ces prévisions de récolte de ne pas avancer de perte de récolte liée à cette sécheresse, parce qu'aujourd'hui, bien malin qui est capable de dire à quel niveau on va se situer tout au long de la saison, en fonction du climat. Comme le disait Bruno, actuellement, il y a des précipitations en cours et annoncées, mais il y a aussi des décisions administratives qui sont encore plus difficiles à prévoir que la météo, avec des arrêtés préfectoraux qui peuvent être assez radicaux et donc qui peuvent interdire l'irrigation sur certains secteurs. Donc aujourd'hui, très difficile de faire des prévisions sur ce qui va réellement se passer tout au long de la saison. Donc encore une fois, ces prévisions de récolte sont plus un potentiel de production qu'une réelle prévision de récolte. Et on essaiera d'ajuster avec les actualisations qu'on réalise en général à la mi-juin ces données pour voir un petit peu où on en est. Mais même à cette date-là, ce sera peut-être difficile de se projeter jusqu'à la fin de la saison. Donc, pour revenir à la prévision du Languedoc-Roussillon, un potentiel de pollution qui avait été optimal, puisqu'il n'y a pas eu de gel, pas eu d'accident climatique majeur, si ce n'est cette sécheresse latente là, qui commence à affecter les vergers. Et on le voit déjà, qui pénalise le calibre, hein. Les premières récoltes d'abricots ont démarré, les premières pêches, ça va venir dans les tout prochains jours. Et on voit bien que le calibre n'y est pas. On n'a pas le potentiel de calibre normal pour la plupart des variétés. Puisque dans la plupart des bergers, on a eu des restrictions hydriques et un sol sec au démarrage de saison. Donc une situation assez compliquée et assez stressante pour les producteurs. Au niveau global, au niveau français, donc une production très proche de celle de l'année dernière, à 1% près, donc encore une fois un potentiel de production, en espérant qu'il puisse s'exprimer complètement si la climatologie et l'administration accompagnent et permet d'irriguer les vergers jusqu'au bout de la saison. Donc, on a tablé sur ce potentiel de production à peu près optimal, mais il semble quand même qu'on devra revoir la copie un petit peu à la baisse, et si ce n'est que pour la baisse de calibre, et en espérant que ce ne soit pas plus sévère avec des restrictions plus importantes d'irrigation qu'on ne les connaît aujourd'hui. Donc, Bruno, peut-être pour compléter, comment vous, au niveau de l'AOP, vous préparez cette campagne avec pas mal d'incertitudes et pas mal de questions qui sont posées? Oui, alors on a les incertitudes de volume et de qualité, et puis on est dans un contexte inflationniste. Donc on sait que les coûts de production ont augmenté, on estime l'année dernière en pêche au moins à 12%, 12-13% de coûts de production en hausse, et on pense qu'on va tourner encore autour de 10%. Donc on a des négociations avec les distributeurs qui sont, on va dire, constructives pour l'instant, mais on sait qu'il y a une grosse influence, notamment du premier prix. Et là-dessus, il y a une discussion qui est très forte entre la distribution et la production française. Et puis, quelle va être l'attitude du consommateur dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat. Voilà. Donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais qu'il y a un travail construit avec les distributeurs français, avec, encore une fois, voilà, une incertitude de démarrage. Bon, on sait qu'on a un petit peu de retard, mais qualitativement et en volume, on a cette grosse incertitude. Donc ça nous met encore une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais globalement, on se prépare. On espère que la météo va se mettre au beau, parce que c'est pas le cas et que l'année dernière, la météo ensoleillée nous a permis de faire quand même une très bonne saison. Donc on espère que ça va tourner, en espérant qu'il y ait un peu de pluie pour les départements très touchés par la sécheresse. Mais globalement, avec les distributeurs, on va dire que ça discute, ça se présente bien. Maintenant, on sait que le juge de paix, c'est le consommateur, et il faudra trouver un prix attractif pour qu'il puisse consommer des pêches et nectarines en 2023.
Il y a une question sur les coûts de production, Bruno. Au niveau de l'AOP, vous estimez à combien l'augmentation du coût de production? Globalement, c'est difficile à dire en fonction des intrants, en fonction des situations, mais Non, c'est ce que j'ai globalement, dit, c'est-à-dire sur le coût moyen, on a estimé l'année dernière à plus de 12% le coût de production qui a augmenté, et on estime encore à 10% cette année, c'est-à-dire qu'on approche, on approche globalement des 2 euros le coût de production de la pêche nectarine en France, en moyenne. merci. Ok, donc on a fait ce tour de la production française. Donc une production française qui devrait tourner autour, comme on l'a dit, de 220-230 000 tonnes. Donc si on peut retourner sur les graphiques, on va voir donc cette stabilité par rapport à l'année dernière et donc supérieure aux années 2017-2021 marquées par le gel et la répartition géographique avec le bassin de Languedoc-Roussillon, puis PACA et Rhône-Alpes qui domine la production, le quart sud-est qui domine la production française, bien sûr. On va passer à l'Italie avec, pour commencer, peut-être une question à Elisa. Donc, comment se présente cette campagne en Italie avec les inondations importantes vraiment qu'on a pu voir dans les différents journaux télévisés, donc l'Émilie-Romagne qui a été très fortement touchée par ces inondations et comment ça se répercutera sur la production de 2023? Allora, beh, intanto sì, Tout d'abord, l'Émilie-Romagne a été frappée par ces inondations très, très graves. 2 journées, le 17 et le 18 mai dernier, vraiment un désastre. Excusez-moi, j'ai un téléphone là. Excusez-moi. Alors, je disais, c'est une zone et une inondation qui a frappé la Romagna et pas toute l'Emilia-Romagna. Lorsque nous parlons de la Romagne, nous parlons en particulier de la ville de Ravenna, de sa Provence, Forlì, Cesena, Bologne. Bologne a été moins frappée et Rimini. Tandis qu'une très petite zone de Ferrara et Modène s'est sauvée en quelque sorte. Il n'est pas possible encore de savoir l'état des dommages, vu que l'eau est encore présente sur certains terrains, beaucoup de boue, des glissements de terre sur les Apennins. Même si je pouvais ou je voulais, c'est impossible de vous dire quels sont les dommages. La production sera sans doute inférieure aux prévisions que nous avions faites il y a quelque temps. Nous avons parlé de nos associés. On pourra comprendre quelque chose d'ici 2, 3 semaines parce qu'il faut attendre la décrue et voir effectivement la quantité des arbres qui ont été frappés par ces inondations. Donc, aujourd'hui, il m'est impossible de vous donner des données. Ce que je peux vous dire, les données qu'on va voir aujourd'hui se réfèrent à la prévision que nous avions fait avant les inondations parce que on est en train de travailler justement sur ces données pour pouvoir faire une estimation, quoi. Et on pourra vous donner des données plus certaines d'ici quelques temps. Mais avant cette inondation qui a frappé une zone importante pour les pêches, mais c'est une zone bien délimitée du nord. Et donc, ce n'est pas toute l'Italie qui a été frappée. Ce que nous pouvions dire avant des inondations, eh bien, pour ceux qui sont des surfaces, nous avions évalué une réduction par rapport à l'année passée de 3-4%. Réduction des surfaces 3-4% qui a frappé le nord de l'Italie et non le sud, qui est assez stable en tant que surface. Nous pouvons dire qu'avant ces inondations, pour ceux qui sont les prévisions des pêches nectarines, avaient une grande différence entre le nord et le sud. La production du sud
se présentait et se présente encore de bonne qualité. Et globalement, nous avons un 3-4% de plus par rapport à l'année précédente, vu que les surfaces sont stables. À ce jour, nous n'avons pas de gros problèmes. Pour ce qui est du nord, déjà avant les inondations, nous avons eu des gelées importantes qui avaient frappé tout le nord au début d'avril dernier et même récemment, sans parlant des inondations, on a eu des températures froides, des pluies récurrentes. Donc, la production du Nord avait été déjà frappée par la climatologie. Et nous avions pensé plus ou moins par rapport à l'année précédente, les variations pouvaient être de -10, -17% du Piémont, jusqu'à -40% dans l'Emilia-Romagna pour les pêches et les nectarines. Ce discours des inondations va changer complètement la donne, surtout des nectarines que des pêches, parce que nous savons que dans la zone de la Romagne, on cultive surtout les nectarines et aura une retombée aussi bien sur la production italienne pour la période moyenne et tardive. À présent, la production, on la voit d'une façon positive. Je ne peux pas vous dire quelque chose de plus parce que les données italiennes dérivent de ce que pourra produire la Romagna. Aujourd'hui, le sud a de bonnes productions, tandis que pour le nord, sur la base des données que je vous ai présentées, il y aura une réduction des nectarines. On a eu des dommages, beaucoup de dommages importants, et bon, il faut être positif, et c'est quelque chose qui frappe. Au niveau de l'avancement de la maturité, un petit peu de retard aussi, je crois, qui est prévu par rapport aux premières récoltes. Dans le sud, oui, il y a un retard pour ce qui est la maturation, tandis que dans le nord, c'était en ligne avec le résultat de 2022. On va regarder ça dans le détail. Donc, effectivement, on va commencer par le sud de l'Italie, qui a une très grosse zone de production qui représente plus de la moitié de la production italienne, qui effectivement n'a pas été touchée par ce problème d'inondation. Et donc, un potentiel de production légèrement supérieur, si on peut regarder les graphiques, un potentiel de production légèrement supérieur cette année à celui qu'il était l'année dernière, mais à peu de choses près. Un potentiel de production qui s'exprime complètement en pêche nectarine et un petit peu de pavis dans le sud de l'Italie. Les régions un petit peu mineures, on va dire, le centre de l'Italie, là aussi, une stabilité, pas d'événements climatiques majeurs à signaler, donc un potentiel de pollution normal. Le nord de l'Italie qui a été un petit peu plus touché, Elisa l'a dit, par le gel. Donc là aussi, une petite baisse de production sur la Vénétie. Même chose sur le Piémont. Et là aussi, une baisse des surfaces globales, une baisse des surfaces qui est structurelle depuis pas mal d'années dans le nord de l'Italie. Donc, combinaison de problèmes climatiques et de ce problème de baisse de surface. Et enfin, l'Émilie-Romagne. Donc, comme l'a dit Elisa, le gel qui avait déjà affecté la production, le potentiel de production. Il faudra voir les inondations de ces derniers jours qui sont encore en cours, avec des vergers qui sont encore inondés. Quel impact ça va avoir sur le potentiel de production qui était estimé par les collègues du CSEO à la date de cet événement. Donc, une production italienne qui plus encore une fois un potentiel de production qui devrait se situer autour de 933 000 tonnes, soit 8% de moins que l'année dernière et 12% de moins que la moyenne des années 2017-2021. Donc la combinaison de gel dans le nord de l'Italie, de baisse de la surface, et il faudra effectivement chiffrer l'impact réel de ces inondations pour y ajouter éventuellement une baisse supplémentaire à ce potentiel de production 2023. Dans la répartition par bassin de production, le sud qui domine largement, puisque l'Émilie-Romagne, qui était l'autre région un petit peu importante, est affectée donc, par ce gel et éventuellement par ces inondations. On va finir par l'Espagne avec
cette année, donc, le problème de la sécheresse qui est particulièrement intense sur l'Espagne, on va peut-être laisser la parole à Manel pour commencer par rapport à la situation en Catalogne, qui est sans doute une des régions les plus touchées par ce problème de sécheresse. Donc, comment se présente la situation en Catalogne et comment vous estimez le potentiel de production, à quel niveau il va être affecté ou pas par cette sécheresse? Manel. Bueno, mis primeras Bon, mes premiers mots, j'aimerais que ce soit des mots de solidarité, de soutien pour nos collègues de l'Emilia-Romagne, pour Elisa, avec qui nous avons eu vraiment une grande relation. Et j'aimerais dire aussi que cela fait à peu près une semaine où nous étions ensemble pour parler sur les problèmes de notre campagne. Nous étions aussi avec Simona Castelli, la présidente de FL, et elle présentait vraiment une vision terrible à cause de cette eau en trop. Et moi, je présentais aussi une situation vraiment désolante à cause du manque d'eau. Donc, les deux situations absolument extrêmes, radicales. Et sans doute, les deux cas sont critiques parce que d'un côté, les arbres peuvent mourir d'inanition, de manque de nourriture. N'oublions pas que l'eau, c'est le véhicule, donc c'est la nourriture qui alimente la plante. Et d'un autre côté, les arbres peuvent mourir aussi s'ils ont un manque d'oxygène parce que la plante étouffe. Donc, les deux situations sont vraiment critiques et alarmantes. En ce qui concerne la Catalogne, cette campagne s'est caractérisée par un manque d'événements météo graves. Il n'y a pas eu de grande gelée, sauf un peu de gel le 7 mai, mais cela n'a touché que 70 hectares. Donc, en général, nous étions avec une campagne sans incident, avec une très bonne floraison, avec un certain retard en ce qui concerne la récolte, surtout si je compare à la Grèce et la France. Et donc, et et maintenant nous sommes dans une situation normale, donc du point de vue des récoltes, même s'il y a eu certains moments donc de grande chaleur. Mais en général, pas de gel, pas de gelée, pas de problème de grêle, mais le plus grave, c'est qu'il n'y a pas de pluie non plus. Et ça, c'est sans doute la situation la plus pénible. La région qui est la plus touchée, c'est la région qui dépend du réservoir de Rialp, c'est-à-dire c'est le canal d'eau du fleuve Urgell. C'est un fleuve qui arrose la zone qui est productrice en poires et pommes, la plus importante zone productrice de poires et pommes de l'Espagne. En général, c'est là où se produisent 55% des pommes et des poires et seulement 7% de pêche et de nectarines. Dans ce bassin de production du canal du fleuve Urgell, il y a quelques semaines, on a annoncé qu'il y aurait seulement de l'eau pour une session d'arrosage pendant tout l'été, qui sera donc fournie approvisionnée pendant le mois de juin et uniquement pour maintenir les arbres en vie, mais pas pour pouvoir obtenir une production. L'arrosage, l'irrigation donc du canal d'Urgell est limité aux arbres pour pouvoir garantir leur survie et le reste des cultures ne pourront pas être irriguées. Le bassin de production le plus important de la Catalogne, c'est ce que l'on appelle le Bas Segrià. C'est une zone qui est surtout irriguée par le canal entre la Catalogne et l'Aragon, également par la zone sud de la Segarra-Garrigues. Et ces zones d'irrigation, en ce moment, ont des restrictions qui vont jusqu'à 50% à peu près.
Heureusement, il s'agit des zones qui sont le plus professionnalisées. Et là, l'irrigation est très, très, très technique. Ils font une utilisation vraiment très efficiente et très efficace de l'eau. Mais en ce moment, je vous avoue que nous avons déjà une restriction de 50% de l'irrigation, des possibilités d'arrosage, ce qui est vraiment très grave. Ici, dans la zone du Bas Segre, nous n'avons pas peur pour ce qui est de la survie des arbres, mais il y a un point d'interrogation en ce qui concerne les pourcentages de production, les volumes de production. Donc, nos estimations à l'heure actuelle dépendent évidemment d'une irrigation en conditions normales. Un autre scénario aussi, parce que nous avons évidemment dressé le tableau de la zone du canal d'Urgell où nous pourrions perdre toute la production. En ce qui concerne la pêche et la nectarine, nous avons fait donc le tableau de la production normale du Bas Segre et le reste qui serait le canal d'Urgell, nous considérons qu'il pourrait y avoir une possibilité de tout perdre. Donc, en tenant compte de ces deux scénarios, il pourrait y avoir 4% de plus par rapport à la moyenne des dernières années, sauf 2022, comme nous le montrait Eric, parce que 2022, c'est une année qui change les statistiques, mais si nous prenons la moyenne 2017-2021, il y aurait 4% de plus de production, mais si nous perdons 100% des fruits à noyau du canal d'Urgell, le tableau sera de moins 5% par rapport à la moyenne. Mais évidemment, nous faisons ces prévisions avec toute la prudence nécessaire parce que nous n'avons aucune certitude par rapport à l'eau dont nous allons disposer ou pas. Il y a une nouveauté en ce moment et apparemment, oui, ces jours-ci, il est en train de pleuvoir. Nous avons des précipitations, mais ces précipitations vont résoudre très peu, hein, parce que ce qui manque, c'est l'eau, surtout en amont des fleuves. Nous avons vraiment besoin de ces réservoirs qui sont ceux qui approvisionnent en eau pendant tout l'été. Évidemment, si maintenant il y a ces précipitations, ça soulage un petit peu les cultures, les champs, mais évidemment, nous devons arroser en juin. En juillet, nous devons donc maintenir la croissance des fruits. Il faudra donc voir une semaine après l'autre ce qui arrive et il faudra voir si en amont, les rivières se remplissent, si les réservoirs se remplissent, si dans les Pyrénées, il peut y avoir de l'eau ou pas. Du point de vue de la qualité, les espèces les plus précoces, comme par exemple les cerises, eh bien, nous avons vu que cette pénurie en eau a fait en sorte que le produit n'ait pas de crevasse et c'est pour ça que le produit est très concentré en sucre en degrés Brix, ce qui veut dire que sans doute la production, celle qui sera possible, devrait être une production exceptionnelle en ce qui concerne le goût, l'arôme et la saveur du fruit. Javier, pour compléter, la situation en Aragon, elle est similaire à celle de Catalogne? Bon, la production en 2023, en général, en Espagne, elle est marquée, oui, par la situation des champs. Il n'y a pas eu de grands phénomènes climatiques dans les zones productrices espagnoles, le sud, le nord, mais évidemment, le grand souci découle de la situation de manque d'eau, de déficit hydrique. C'est un peu ce que disait maintenant Manel.
parce que s'il faut recharger les aquifères et les réservoirs, c'est maintenant qu'il faudra le faire, en 15 jours, parce que dans ces régions-là, dans ces bassins en général, juin, juillet, ce sont des mois où il y a très peu de précipitations. Nous sommes donc très préoccupés. Ça fait 4-5 mois qu'il ne pleut pas, mais surtout les mois d'avril et mai, en général, sont des mois plus ou moins pluvieux dans ces zones et surtout dans les Pyrénées. C'est donc pendant ces mois-là que les aquifères doivent se recharger. C'est aussi à ce moment, précisément ces mois-ci, qu'il faut aussi que les réservoirs se remplissent en prévision des mois d'été. Et donc, la campagne dépendra de tout cela. Nous commençons notre campagne avec des réserves en eau vraiment basses. Le canal d'Aragon et de la Catalogne, la Confédération hydrographique de l'Èbre dit que le système d'irrigation est en salle d'urgence. Nous sommes donc dans une situation vraiment compliquée et les prévisions sont difficiles à faire. Surtout, c'est difficile de savoir comment ira l'été et de savoir également quels seront les volumes et quelle sera la qualité des fruits. Manel le disait, si nous n'avons pas les dotations hydrologiques nécessaires, évidemment, si ces ressources ne sont pas là, la campagne sera très différente des prévisions que nous pourrons faire à la date d'aujourd'hui. En tout cas, c'est une campagne marquée par l'incertitude. Le secteur primaire, le secteur des vergers, des fruits est toujours conditionné. Il y a beaucoup d'aléas. Et cette année, nous avons un autre facteur qui aggrave la donne, la sécheresse. Et je suis sûre que Manel sera d'accord avec moi. Nous avons aussi un problème de personnel, d'effectifs. Ce n'est pas facile de trouver les effectifs nécessaires. Nous sommes en train aussi, oui, évidemment, de tomber dans des coûts vraiment très élevés pour gérer les exploitations. Mais évidemment, il faut payer ces prix, le prix d'éclaircissage, etc. Et les coûts cette année ont beaucoup augmenté. Il y a par exemple le coût des intrants aussi qui est élevé cette année. Et donc, si en somme, nous ne sommes pas capables de faire de bonnes productions pour notre campagne, ça serait une fois de plus une autre année avec de mauvaises conditions et des conditions de faible rentabilité. Manel le disait, je crois, ce matin à la réunion du comité mixte, les assurances agricoles qui sont très répandues en Espagne ne couvriraient pas les pertes liées à la sécheresse. C'est bien ça, Manel? Le micro. Correcto, Eric. Oui, c'est ça, Eric. Le modèle des assurances agricoles espagnoles qui est leader et qui est un petit peu un référent dans toute l'Europe. C'est un modèle qui n'envisage pas les cultures d'irrigation. Je veux dire que c'est une assurance qui ne couvre pas la pénurie en eau. Il y a uniquement une assurance contre la sécheresse si c'est des cultures extensives sèches. Mais tout ce qui a trait aux cultures irriguées, d'irrigation, il n'y a pas d'assurance agricole si la sécheresse sévit. Et moi, j'aimerais insister sur un détail, et c'est une question un petit peu commerciale, si vous me le permettez. Je pense que nos collègues en Europe seront d'accord avec moi et un petit peu dans la même ligne de ce que disait Javier. Et oui, moi aussi, je suis d'accord avec lui. Nous avons des coûts qui n'ont cessé d'augmenter. Cette année, les coûts sont vraiment énormes à cause de l'augmentation du prix de la main-d'œuvre, à cause des cultures beaucoup plus exigeantes, intensives, les coûts des transports. Et nous devons donc défendre nos coûts avec un prix digne, un prix décent. Donc, à partir de ce que nous avons dit ici, à cette table d'échange d'opinions, je crois qu'il faudrait respecter les conditions pour que nous puissions tous défendre les produits que nous aurons finalement.
Et je dis cela parce que apparemment l'Italie aurait une production plus faible, l'Espagne sans doute aura aussi une production à la baisse comparée à ce que nous pouvons présenter aujourd'hui. Et je pense que ça ne va pas être facile de défendre nos productions dignement sur le marché, mais il faut faire une défense décente de nos produits sur le marché. Et avec la loi sur la chaîne alimentaire espagnole, c'est une loi qui nous protège et qui dit que si les coûts augmentent, les prix doivent augmenter. Donc, on va regarder dans le détail ces prévisions de récolte pour l'Espagne. Comme on l'a dit, prévision de potentiel de production, puisque beaucoup d'inconnus sur le déroulement de la campagne et l'évolution de cette sécheresse, notamment dans le nord de l'Espagne. Alors, le paradoxe, c'est effectivement les régions du sud semblent finalement les moins affectées par cette sécheresse, alors que c'est plutôt les régions les plus déficitaires en irrigation, enfin en pluviométrie plutôt. Mais c'est aussi les régions qui sont le mieux structurées, les mieux équipées en termes de réseaux hydrauliques, de stockage, également forage et autres. Donc finalement, c'est les régions qui sont moins impactées par cet événement climatique actuel. Donc une production dans le sud de l'Espagne, si on regarde les graphiques, en Andalousie, qui est un petit peu inférieure à celle qui était l'année dernière, avec à peu près 60 000 tonnes de potentiel de production en Andalousie. La région d'Extrémadure, qui est une région avec un calendrier de production un petit peu plus tardif, qui est sur un potentiel de production équivalent à celui de l'année dernière, autour de 130 000 tonnes de potentiel de production. Vous voyez en rouge là les pêches plates dans les différentes régions espagnoles, qui sont une spécificité de la production espagnole. Donc à côté des nectarines en violet, vous avez les pêches plates en rouge. La région de Valence, c'est une région qui pèse plus beaucoup maintenant, autour de 15 000 tonnes de potentiel de production. La région de Murcia, qui est une région importante, où là, effectivement, malgré la sécheresse qui sévit là aussi, ben, moins de restrictions d'irrigation, pardon, même s'il y a des problèmes avec des difficultés au niveau des forages, au niveau des déclarations, au niveau des quotas d'eau effectivement attribués, mais un potentiel de production qui sera sans doute moins affecté. Et surtout les deux régions du Nord. Alors là, on voit la production en Catalogne avec l'année dernière, en 2022, le gel qui avait fortement impacté la production. Cette année, comme le disait Manel, pas d'impact climatique au printemps. Donc, un potentiel de production qui était à plein. Mais l'inconnu, c'est qu'est-ce qui va rester de ce potentiel de production, puisque, comme on le disait, on est déjà sur des restrictions de 50% dans certains secteurs, voire de coupures complètes ou juste pour la survie des arbres sur le canal d'Urgell, même si c'est un secteur qui est plus pomme-poire que pêche nectarine. Et même chose en Aragon, où on avait le même problème de gel l'année dernière, un potentiel de production 2023 qui était normal. Mais que va-t-il advenir de ce potentiel de production dans les prochaines semaines et les prochains mois, qui sont en général des mois plutôt secs? Et effectivement, l'enjeu, il est là, ce qui va se passer dans les Pyrénées, là où sont les gros barrages de retenue qui vont d'habitude alimenter tout l'été la production de ces secteurs. Donc l'Espagne, donc l'année dernière, fortement affectée avec près de 400 000 tonnes de déficit par le gel. Et cette année, un potentiel de production qui revient à la normale avec un peu plus de 1 500 000 tonnes. Plus de 40%, plus de 50% de plus que l'année dernière pour les pêches et nectarines, plus de 40% de plus que l'année dernière pour les pavis. Mais bon, je ne vais pas le répéter une fois de plus. Réellement, qu'est-ce qui va rester une fois que cette sécheresse sera passée et comment elle va évoluer? Dans la physionomie de la production qui revient un petit peu au potentiel normal avec les deux bassins de production du nord sur la vallée de l'Èbre et le Sègre avec un peu plus de 480 000 pour l'Aragon, 450 000 pour la Catalogne et les régions du sud où les récoltes ont déjà commencé un petit peu en dessous. Donc quand on combine un petit peu tout ça par rapport à la production européenne, ben, on a un potentiel de production 2023 qui revient à une production un petit peu normale, hein, avec 3 378 000 tonnes, pêche nectarine, pêche plate et pavis inclus. Donc, pour les pêches nectarines 14% de plus que l'année dernière. Et c'est 10% de plus, 2% de plus pardon, que la moyenne 2017-2021. Mais
avec l'impact des inondations en Italie, la sécheresse dans le nord de l'Espagne et dans le sud de la France, ces prévisions vont sans doute être revues et sans doute revues à la baisse dès qu'on pourra identifier, chiffrer, mesurer l'impact de ces aléas climatiques réellement. Donc, on était sur une potentielle de production moyenne. Là, vous avez l'historique depuis 92 de la production européenne, enfin, pour les 4 pays principaux. On était autour de 3 370 000 tonnes prévues, donc bien au-dessus des années déficitaires de 2020-2021, où on était à 2,6 millions, 2,9 millions, mais en dessous d'années comme 2019, où on était à plus de 3,8 millions de tonnes pêche nectarine pavie. Donc une campagne moyenne qui se présentait sans aléas climatiques majeurs, mais donc des interrogations sur la concrétisation de ces volumes et réellement qu'est-ce qui va se passer pour la campagne à Capire venir. quello che succede. Ce qui a été partagé un petit peu par tous aussi, c'est le coût de production qui augmente dans tous les bassins de production avec les intrants, avec la main-d'œuvre. Des difficultés également pour trouver de la main-d'œuvre pour réaliser les travaux dans les vergers et aux champs. Donc un petit peu des aspects partagés. Et le paradoxe, c'est comme l'a dit Manel, je crois, les inondations en Italie et la sécheresse en Espagne et dans le sud de la France. Et je crois que c'est le changement climatique auquel on devra malheureusement s'habituer. Donc voilà la physionomie de la production, en tout cas du potentiel de production qu'on avait à mimer sur les différents pays producteurs. Donc euh, on fera une réactualisation de ces prévisions de récolte à la mi-juin pour voir un petit peu l'impact de ces événements climatiques, même si pour certains, on pourra encore difficilement estimer ce qui va se passer jusqu'à la fin de la saison. Voilà pour ces prévisions de récolte. Je ne sais pas si au niveau des intervenants, il y a une intervention supplémentaire ou un ajout, quelque chose qu'on pourrait encore ajouter. Ou sinon, il est 17 heures, on est dans les temps. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, mi-juin, on rediffusera donc, sur le site du Medfeld une actualisation des prévisions de récolte pour essayer de chiffrer un petit peu l'impact de ces événements climatiques dont on a parlé tout au long de cette heure d'échange. Et je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour le Medfeld, fin avril à Perpignan. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne campagne. Je crois que cette année, on en a vraiment besoin. Merci à tous, merci aux différents intervenants et merci aux auditeurs. Et à bientôt. Au revoir, merci.